Merci pour votre invitation. Je suis très heureux d'être aujourd'hui à la Grâce avec vous dans un cadre si beau, si serein, si amical et à certains égards si familial. Cette conférence, je l'ai intitulée « La littérature du réel ou le troisième continent » et j'essaierai de vous montrer qu'au fond c'est un petit peu la même chose que le titre que j'ai donné et qui figure sur la plaquette, mais voilà, je tenais à cette expression. Et je vais commencer par une profession de foi. Je suis historien et je fais de la littérature. J'écris et je fais des sciences sociales. Cette profession de foi m'a longtemps paru inavouable, à certains égards un peu honteuse, grosse de souffrance, de déception. Et maintenant, elle me paraît audible et, ou du moins justifiable. En effet, il me semble possible d'écrire des réalités passées ou présentes, c'est-à-dire de combiner création littéraire et compréhension du réel. Mais à quel prix et de quelle manière? Bien sûr, l'histoire n'est pas fiction, la sociologie n'est pas roman, l'anthropologie n'est pas exotisme, et toutes trois obéissent à des règles de méthode. Cependant, à l'intérieur de ce cadre, à l'intérieur de ces méthodes, rien n'empêche le chercheur d'écrire. Donc concilier sciences sociales et création littéraire, c'est tenter d'écrire de manière plus libre, plus originale, plus juste, plus réflexive, non pour relâcher la scientificité de la démarche, mais au contraire pour la renforcer. Réciproquement, la littérature est compatible avec la démarche des sciences sociales, et ce que j'appelle les écrits du réel, reportages, témoignages, biographies, autobiographies, journaux intimes, récits de vie, etc., ces écrits du réel concourent à l'intelligibilité du monde. Tous ces écrits du réel forment une vaste littérature, un troisième continent, qui, au moyen d'un raisonnement, vise à comprendre le réel, qu'il soit passé ou présent. Alors, ces affres d'historiens-écrivains que j'évoquais à l'instant, ces affres se sont apaisées dès lors que j'ai tenté de reconstituer le parcours de mes grands-parents paternels. Ce travail m'a pris 5 ans, et au-delà de l'intérêt familial, sociologique ou historiographique proprement dit, ce travail m'a permis d'explorer une voie que je ne faisais à l'époque qu'entrevoir. Et si je vais vous parler dans un premier temps de mes grands-parents, c'est moins pour leur vie que pour les difficultés méthodologiques que ce travail a soulevé et continue de soulever à certains égards. Pour les présenter en quelques lignes, je dirais que ces grands-parents, Mathès et Idessa Jablanka, je porte leur patronyme, sont nés au début du XXe siècle dans une bourgade juive traditionnelle de Pologne qu'on appelle un shtetl. Très tôt, ils entrent au Parti communiste polonais, ils y militent. Ils sont condamnés à 5 ans de prison pour avoir collé des affiches à la gloire de l'Union soviétique. À l'expiration de leur peine, au milieu des années 30, ils s'exilent à Paris. Là, ils ont 2 enfants, ma tante et mon père. Mon grand-père participe à la campagne de France en 1940. Puis ensuite, ce sont les années d'occupation. Mes grands-parents sont arrêtés et déportés à Auschwitz, où ils sont assassinés. Alors, parmi tous mes livres, c'est celui qui m'a le plus coûté en termes de temps, d'investissement et aussi d'écriture. Mais c'est surtout qu'il soulève un certain nombre de questions méthodologiques et qu'il heurte certains attendus du métier d'historien. Et c'est ce que je voudrais évoquer dans un premier temps. Donc, ce sont les enjeux indissociablement historiographiques et littéraires de mon travail. Ma démarche, enfin celle qui consiste à faire l'histoire de ses grands-parents, ma démarche correspond à 3 enjeux qui sont autant de défis méthodologiques. Ces 3 enjeux, les voici. Le premier consiste à écrire l'histoire des siens en tant que chercheur. Le deuxième, c'est l'exigence de réflexivité et l'emploi du jeu en sciences sociales. Et le troisième défi, c'est la quête de sources. Et donc, ce sera un peu le premier temps de mon exposé. Je commence donc par le premier enjeu, écrire l'histoire des siens. Mon livre, c'est un essai de biographie familiale. Et en ce sens, il transgresse une règle tacite en histoire qui consiste à ne pas parler de soi.
Pourquoi? Parce que parler de soi, ça menacerait l'objectivité supposée de l'historien, au motif que, comme dit Pascal, le moi est haïssable. Cette crainte renvoie à un idéal de science anonyme, d'où le savant se serait retranché. Ce serait un petit peu une observation sans observateur, ou une énonciation sans énonciateur. Et ça débouche dans un scientisme objectiviste, qui prétend à l'objectivité, tel qu'il s'est développé et tel qu'il a été pratiqué au XIXe siècle et jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, ce qui est intéressant, c'est que l'histoire a toujours admis une certaine forme de subjectivité. Et ce, dès les origines, dès Hérodote, il y a 25 siècles de cela, puisque Hérodote, comme vous le savez, est un homme qui voyage, à la fois historien et grand reporter, et comme il raconte ses voyages dans son livre, il est amené tout naturellement à indiquer l'origine de ces informations. C'est-à-dire que son texte est émaillé de remarques comme « j'ai vu »,« je me suis informé »,« j'ai enquêté »,« j'ai rencontré », etc., etc. Si l'on se reporte au XIXe siècle, on voit qu'un certain nombre de penseurs, qu'on appelle l'école herméneutique, le plus célèbre c'est Dilthey, toute cette école herméneutique a montré l'importance de la subjectivité dans toutes les opérations historiographiques. Le découpage chronologique, le choix d'une date d'ouverture et d'une date d'arrivée, si je puis dire, le croisement des archives, l'explication causale, le tempo du récit, le style, etc., etc. Après tout, ça, ce sont des choses que, subjectivement, l'historien choisit. Mais l'historien peut aussi pratiquer le jeu de manière tout à fait consciente, et ça, c'est tout simplement le choix du sujet, le choix de son sujet. De nombreux travaux historiques prennent leur source dans un tropisme personnel. Par exemple, tel historien des campagnes, tel historien du communisme, tel historien de l'immigration ou encore de la Shoah est personnellement concerné, touché par son sujet d'étude. Dans un autre domaine, 99% des historiens des femmes sont elles-mêmes des femmes. Par ailleurs, depuis le célèbre livre de Pierre Nora, Essai d'égo-histoire, l'égo-histoire invite l'historien à écrire sa propre histoire, à se faire l'historien de lui-même. Donc, contre les tenants du moi haïssable, on peut dénombrer plusieurs degrés dans l'investissement personnel, subjectif, de l'historien. Donc, l'historien comme témoin, ou comme voyageur, comme observateur, à la manière d'Hérodote, les racines biographiques de l'étude, le fait, encore une fois, que de très nombreux historiens prennent un sujet qui, en fait, les touche de très près, ou encore l'essai d'égo-histoire par lequel l'historien devient historien de lui-même. Mais malgré ces pratiques si diverses et si riches depuis Hérodote, le monde académique aujourd'hui continue d'être très réticent vis-à-vis de la subjectivité du chercheur qui doit être cachée, niée et tout simplement expulsée des travaux savants. Et au fond, dans le monde académique, la préface, c'est le seul moment où on a le droit de dire « je ». Je remercie ma femme, sans le silence de laquelle je n'aurais jamais pu faire ça. Je plaisante, mais bon, enfin voilà, en tout cas, c'est le moment où on a le droit de dire « je », et puis ensuite, le vrai, entre guillemets, le vrai travail commence, et là, bien sûr, le « je » est expulsé du texte. Donc vous comprenez bien que parler de sa famille en tant que chercheur, c'est franchir un palier d'intimité supplémentaire vis-à-vis de quelques-uns de ces travaux que j'ai déjà évoqués. Je ne suis pas le premier à avoir tenté cela, je l'ai dit. J'ai été intéressé, influencé par le livre d'Edgar Morin, Vidal et les siens, Vidal étant le propre père du sociologue, mais le fait qu'il ne dit pas mon père, il dit Vidal, par une espèce de volonté de distanciation qui est intéressante en soi. Donc, et puis Benjamin Stora aussi est un historien qui a beaucoup travaillé sur l'Algérie coloniale et donc sa propre famille. Et puis, je dois aussi payer ma dette à Alain de Verp, qui est un historien qui est mort il y a 1 ou 2 ans. Alain de Verp a écrit un livre sur le massacre du métro Charonne, vous savez, cette station de métro où il y a eu un massacre policier en 1962. Pourquoi je fais référence à ce travail ? Bien, c'est tout simplement parce que la propre mère d'Alain de Verp figure parmi les 9 victimes qu'on a relevées au lendemain du massacre de février 1962. Et le livre de Alain de Verp est dédié in memoriam
à sa mère, et l'historien ouvre son livre par les mots suivants que je lis. « Ce projet de piété filiale relève aussi de la commémoration savante. Si être le fils d'une martyre de Charonne ne donne aucune lucidité, il n'interdit pas de faire son métier d'historien. » Belle phrase, je trouve, que je pourrais reprendre à mon compte en changeant le contexte historique, mais enfin pour le reste, je m'y reconnais. Tout cela, c'est très bien, mais à quelles conditions ? Parce qu'il est évident aussi qu'un trop-plein de subjectivité tuerait tout simplement l'ambition des sciences sociales. Si, par exemple, j'avais dit « mes grands-parents étaient des héros, pleurons tous sur leur fosse ouverte », je me serais insensiblement éloigné, je crois, des sciences sociales. Je ne l'ai pas fait à un seul moment dans mon livre, mais en tout cas, vous voyez qu'il y a un danger évident quand on dit « je » ou peut-être quand on dit trop souvent « je ». Et j'en viens donc tout naturellement au deuxième enjeu, qui est l'exigence de réflexivité et de distance. L'exigence de distance vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de ce sujet si intime qu'on s'est choisi. Dans n'importe quel travail d'histoire, il y a une exigence de distance, dans n'importe quel travail de sciences sociales aussi. En l'occurrence, en travaillant sur mes grands-parents, je n'ai pas eu besoin de faire de grands efforts, puisque la distance, cette distance, c'est la mort qui me l'a imposée. Ma grand-mère est morte à l'âge de 28 ans, mon grand-père est mort à l'âge de 34 ou 35 ans, je suis aujourd'hui bien plus vieux qu'eux, enfin j'ai quelques années de plus que mes propres grands-parents, donc il y a eu une espèce de bizarre renversement des générations. Autrement dit, c'est un peu à moi de prendre soin de mes grands-parents, piégés dans leur éternelle jeunesse. Et en tout cas, vous le voyez, leur vie s'achève bien avant que la mienne ne commence. Et puisque mon père lui-même a été séparé de ses parents à l'âge de 2 ans, on peut dire que Mathès et Idessa Jablonka sont autant mes proches, mes grands-parents, que de parfaits étrangers. Aussi bien pour mon père que pour moi-même, bien sûr, qui les ai encore moins connus que mon père. Mais il y a davantage que cette distance introduite par le temps et la mort. Cette distance est introduite par un fossé de nature sociologique, politique, linguistique, qui me sépare de mes grands-parents. En effet, ils étaient artisans, lui bourrelier, c'est-à-dire qu'il travaillait le cuir, elle couturière. Moi, je suis un historien français, plus ou moins diplômé. Enfin bon, il est facile de voir que sociologiquement, nos parcours n'ont à peu près rien à voir. D'un point de vue politique aussi, il y a une grande différence. Ils aspiraient de tout leur être à la grande révolution prolétarienne qui devait saisir l'Europe. Quant à moi, je ne fais évidemment pas partie de cette génération et tout simplement le mur de Berlin est tombé quand j'avais 15 ans, autant dire que nous ne participons pas au même siècle. Enfin, il parlait polonais et yiddish. Je ne parle aucune de ces deux langues, je parle d'autres langues, mais en tout cas pas celle-là, et on n'aurait sans doute pas eu de langue en commun, sauf s'ils étaient restés en France. Donc, de même que je dois assumer cette distance, de même, je dois expliquer comment j'ai tenté de la surmonter. Bien sûr, j'ai quand même essayé d'aller au-devant de ces deux inconnus, de ces deux disparus, et il a bien fallu que je surmonte cette distance. Pour ce faire, j'ai procédé à un examen critique systématique, et ici, je m'inspire des travaux de Marou, de Henri-Irénée Marou, qui est un historien d'inspiration chrétienne des années 50, 60, un peu proche de Ricoeur, et que je cite. L'honnêteté scientifique, écrit Marou, exige que l'historien nous fasse assister à la genèse de son œuvre. Pourquoi et comment il a choisi son sujet, ce qu'il y cherchait, ce qu'il y a trouvé, quel a été son itinéraire intérieur. En un mot, conclut Marou, il est bon que l'historien se livre à une introspection scrupuleuse. Et cette introspection, cette exigence de réflexivité, j'ai tenté de les manifester dans le processus même d'écriture. De mon travail d'historien, de mon enquête, de mes intuitions, de mes certitudes, de mes hésitations, de mes doutes, de mes échecs, j'ai pris le parti de tout montrer. Et cet effort d'honnêteté s'imposait, ne serait-ce que pour montrer que mes archives ne sont pas un acquis, une trouvaille dans une maison de campagne en Bretagne ou dans le Poitou que du reste je ne possède pas, mais plutôt le fruit d'un raisonnement. Ce qui fait que le récit de la vie de mes grands-parents est inséparable de l'effort par lequel j'ai retrouvé leurs traces dans une vingtaine de dépôts d'archives, en France, en Pologne et ailleurs dans le monde,
et aussi auprès de nombreux témoins. Ces deux processus sont, à mon sens, inséparables. Tout simplement parce que sans cet effort, sans cette quête, sans ces archives, je n'aurais rien pu dire de mes grands-parents. Ce qui fait que dans mon travail, il y a deux voies narratives. D'abord, l'historien livre le fruit de son enquête, comme il est de coutume, il donne ses résultats, entre guillemets, et deuxièmement, l'historien raconte comment il est parvenu à ces résultats, il raconte son enquête. Donc, mon enquête d'historien, mon parcours d'historien à la manière d'Hérodote, fait pleinement partie de mon récit, c'est-à-dire que j'ai rendu visible, public, ce que les sociologues et les anthropologues appellent leur carnet d'enquête. De telle sorte que la narration de mon livre est conçue comme une structure à double hélice. Un historien raconte la vie de ses grands-parents et, dans le même temps, l'enquête grâce à laquelle il a pu reconstituer leur vie. Autrement dit, j'ai refusé le comme si du passé qui parle tout seul, de la narration impersonnelle, comme si le passé, comme dans de très nombreux livres d'histoire, le passé parle tout seul. On ne sait pas qui parle, c'est le passé avec un grand P qui se raconte lui-même au coin du feu. Bon, j'ai refusé cette fiction, j'ai refusé cette narration impersonnelle. Donc, inviter le lecteur dans les coulisses, dans l'atelier de l'historien, c'est une façon de montrer que l'intelligence du passé n'est pas un résultat, mais plutôt un processus, une quête, voire un combat. Et puisque vous le voyez, mon enquête, mon essai de biographie familiale est d'abord une enquête, eh bien je dois expliquer comment j'ai rassemblé ma documentation, autrement dit comment j'ai mené cette enquête. Et j'en viens donc au troisième défi, au troisième problème méthodologique que j'annonçais tout à l'heure, la quête de sources, la documentation, la manière dont j'ai recueilli mes sources. Mes grands-parents n'ont laissé derrière eux que 2 orphelins, quelques lettres et un passeport. La cause de ce vide, c'est bien sûr leur assassinat dans le cadre d'un génocide qui devait à la fois supprimer les victimes, mais jusqu'à la mémoire de ces victimes, c'est-à-dire jusqu'à leurs traces. Mais la cause de ce vide, c'est aussi l'origine modeste de mes grands-parents dans un milieu où le recours à l'écrit est très exceptionnel, pour ne pas dire rarissime. En tout cas, la conséquence de cet état de fait, c'est la quasi-absence d'archives familiales. Comme je l'ai dit, du point de vue des archives familiales, nous n'avons que quelques lettres en yiddish, 2-3 photos, un passeport et c'est tout. Donc, à première vue, pour conjurer ce vide, ce néant, à première vue, il y avait 2 possibilités. La première, c'était ce que j'appellerais le modèle Pinago, du nom du héros que l'historien Alain Corbin a tiré de l'oubli. Pinago, c'était un pauvre sabotier analphabète qui vivait dans l'Orne au XIXe siècle. Et Alain Corbin a fait la biographie de cet inconnu d'autant moins important qu'il était analphabète, dont la mémoire est d'autant moins gravée qu'il n'a laissé aucune trace volontaire. Et pour tirer Pinago de l'oubli, Alain Corbin a utilisé des archives périphériques. Par exemple, il a étudié la forêt à proximité de laquelle Pinago vivait, et donc, par un jeu de supposition, il s'est dit peut-être que le matin, quand il ouvrait ses volets, Pinago voyait cette forêt. Donc il y a un raisonnement périphérique qui consiste à cerner un inconnu, à cerner un vide. Ça, c'est le modèle Pinago, si je puis dire. Le deuxième modèle, c'est le modèle Mendelssohn. Ici, je fais référence à l'important livre de Daniel Mendelssohn, Les Disparus, qui est paru en 2007, au moment où moi-même je commençais ma quête. Le modèle Mendelssohn consiste à parcourir le monde pour recourir à des témoins. Et c'est ce que fait Mendelssohn. Il va aux 4 coins du monde et il rencontre une douzaine de témoins qui lui parlent de son grand-oncle et de la famille de celui-ci. Alors, j'ai suivi ces 2 modèles. Et j'ai moi-même interrogé des survivants, des témoins, et j'ai moi-même erré sur les lieux que les disparus ont habités. Cependant, pour éviter que l'émotion ne guide la recherche, j'ai tenu à m'appuyer sur des archives imprimées ou manuscrites, et je me suis dit que recourir à des archives directes sur mes grands-parents était une manière d'accéder à une rigueur scientifique que l'émotion, à certains égards, aurait pu mettre en danger. Or,
je me suis aperçu, et ça a été sans doute la plus grande surprise de mon livre, je me suis aperçu que mes grands-parents ont laissé derrière eux un certain nombre de traces, dont beaucoup sont liées à la répression multiforme qu'ils ont subie au cours de leur vie. Comme je l'ai dit, ils ont été successivement pourchassés en tant que communistes, en tant qu'étrangers sans papier à Paris, et en tant que juifs. 3 clandestinités, 3 absences au monde qui, chacune, a produit des sources. Et ces sources, c'est là-dessus que je me suis fondé, c'est sur elles que je me suis fondé pour écrire mon livre. Quelles étaient ces sources? Je vous donne quelques exemples rapidement. Le procès de mes grands-parents pour activité communiste dans la Pologne des années 30, leur dossier pénitentiaire, c'est-à-dire la manière dont ils ont été incarcérés pendant quelques années, leur dossier à la Sûreté nationale au ministère de l'Intérieur à Paris, une fois qu'ils sont des étrangers illégaux à la fin des années 30 en France, l'emprisonnement de mon grand-père à la fin des années 30 à Paris pour défaut de papier, leur arrestation, leur consignation à la préfecture de police de Paris en 1943, leur internement à Drancy, enfin leur déportation. Ces archives sont à la fois publiques et dispersées aux 4 coins du monde. Le plus important, c'est qu'elles sont publiques. C'est-à-dire que ce ne sont pas des archives familiales. N'importe qui peut avoir accès à ces archives dont je donne la cote dans les notes en bas de page de mon livre, comme dans n'importe quel livre d'histoire. En tout cas, j'ai recueilli assez d'archives, assez de témoignages, ici et là, pour croiser les sources et pour parvenir à des certitudes. Ces certitudes, ou plutôt ces croisements de sources, ce sont les conditions de possibilité de l'enquête historienne. Croiser des sources, c'est une manière d'accéder à une certitude supplémentaire. Pour finir sur ce premier moment de cette intervention, je dirais que mon livre ne porte pas spécialement sur la Shoah. Je ne tiens pas à présenter mon livre comme un livre de petit-fils ou un livre qui réfléchit au sort de 2 juifs assassinés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mon livre, je le définis plutôt comme un essai de biographie familiale qui embrasse toute la vie de mes grands-parents. En d'autres termes, j'ai essayé de les faire échapper au crime qui les a emportés, mais pour les faire échapper à ce crime, il a bien fallu que je rappelle qu'ils étaient autres que des juifs promis de tout temps à la mort ou, pour le dire de manière plus brutale, de la chaire à Auschwitz. Autrement dit, j'ai essayé de retracer le parcours de 2 inconnus. J'ai donc essayé d'écrire une biographie et pas une nécrologie. Une nécrologie aurait pu tenir en quelques lignes, et puis d'ailleurs, une nécrologie, ça commence toujours par la fin. Moi, j'ai commencé par le début, et j'ai essayé d'écrire, non pas une nécrologie, mais une biographie, avec le radical grec bios, qui veut dire la vie, un récit dans lequel les protagonistes sont des vivants, avec leurs révoltes et leurs échecs, avec leur parcours et leur normalité, comme chacun d'entre nous, et non pas des êtres pour la mort. Comme j'ai essayé de vous l'expliquer, j'ai aussi tenté de mettre en œuvre un jeu de méthode. Non pas le jeu impudique des confidences ou des larmes, mais un jeu de méthode qui consiste à mettre en lumière la position familiale et sociale du chercheur, la cohérence de son enquête, ou encore les doutes et le mûrissement dont il a bénéficié au cours de son enquête. En d'autres termes, pour faire pièce au moi haïssable, j'ai essayé d'écrire une histoire où le « je » serait la caution de la recherche la plus objective, et non pas son principe corrupteur. Enfin, j'insiste sur le travail d'écriture que j'ai essayé de mettre en œuvre dans son livre. J'ai donc écrit mon livre, mais je dis écrit au sens fort. J'ai écrit mon livre. Et si je l'ai écrit, ce n'est pas par coquetterie, ce n'est pas par souci d'embellissement, ni par expérimentation ludique. Si j'ai écrit mon livre, c'est tout simplement pour renforcer la méthode, pour enrichir le protocole scientifique. Et j'ai essayé de vous le dire avec ces 2 voies narratives qui racontent à la fois la vie de 2 inconnus et l'enquête qui a permis d'exhumer cette vie. Autrement dit, cette écriture à plusieurs voies, cette écriture à double narration, c'est tout simplement une manière de renforcer la méthode et non pas
de la relâcher ou de l'affaiblir, comme on dit souvent quand on parle de littérature et d'histoire. C'est ainsi que j'ai tenté de dépasser ce que je crois être de fausses oppositions, la grande histoire dominant la petite, la mémoire contre l'histoire, la rigueur contre l'émotion, ou encore la scientificité altérée par le récit. Ce n'est pas à moi de dire si j'ai réussi. Cependant, j'ai ressenti, après avoir tenté cette expérience, une forme de sérénité. C'est-à-dire que, au moins, bon, j'ai tenté ce que je voulais faire. Je ne sais pas si j'ai réussi, mais enfin, ça correspondait à ce que, confusément, je voulais faire. Cependant, je dirais en même temps, j'ai ressenti une forme d'incomplétude. À la fin de ce livre, à la fin de cette biographie familiale, je recevais des témoignages de lecteurs, des mails, des courriers, qui m'affirmaient que j'avais réussi à faire revivre mes grands-parents, ce que je n'avais pas vraiment essayé de faire. Je n'ai jamais prétendu faire revivre mes grands-parents comme Michelet qui voulait faire revivre les morts. Et d'autres lecteurs me disaient que mon livre se lisait comme un roman. Et j'ai été gêné par cette expression. Je crois que c'était positif dans leur bouche. C'était pas négatif dans mes oreilles, mais en tout cas, ça me posait un problème méthodologique. Tout simplement parce que ça posait la question de la fiction, du romanesque, et on sait très bien que le roman est associé confusément dans notre esprit à la fiction. Ce qui fait que j'ai ressenti la nécessité de préciser théoriquement, méthodologiquement, ce que j'avais essayé de faire dans ce livre sur les grands-parents. Et ça a donné lieu à un deuxième livre qui s'appelle « L'histoire est une littérature contemporaine », qui est plus théorique, mais qui peut aussi se présenter comme le sous-texte de cette biographie familiale. J'ai essayé de dire dans ce livre ce que j'ai essayé de faire, ce que d'autres pourraient essayer de faire, et puis pour le dire aussi de manière un peu plus familière, j'ai essayé de dire à des plus jeunes, à des jeunes, à des lecteurs, des chercheurs de 20, 35 ans, ce que j'aurais aimé qu'on me dise moi-même quand j'avais cet âge. Je me souviens que quand j'étais en classe ou en classe prépa, mes professeurs que je révérais par ailleurs me disaient des choses qui parfois me laissaient un peu insatisfait, et au fond j'aurais bien aimé qu'on me dise ce que je dis moi-même. Alors je le dis sans prétention, mais au moins, vous voyez, ça a le mérite de l'honnêteté. Alors je suis parti de ces mails de lecteurs qui me disaient que mon livre se lisait comme un roman. Qu'est-ce qu'ils voulaient dire par là? Je trouve que leurs mots et ma gêne sont intéressants. Alors, est-ce que ça signifie, si mon livre peut se lire comme un roman, est-ce que ça signifie qu'on peut concevoir des sciences sociales qui captivent et qui émeuvent? C'est mon interprétation positive. J'espère qu'ils ont voulu dire ça, que ce sont des sciences sociales qui se lisent parce qu'elles captivent, elles émeuvent, et puis on tourne les pages, quoi. Pour répondre à l'interrogation que je me suis posée, je partirai du principe que mon essai de biographie familiale est une littérature qui parle du réel. Ça fait partie de ces écrits du réel que j'évoquais tout à l'heure. Ça fait partie des écrits du réel, et c'est donc une littérature du réel. Donc, pour répondre à la question que je me suis posée en lisant ces lettres de lecteurs, je poserai la question: qu'est-ce que la littérature du réel ? Je vais vous proposer 3 définitions. Les 2 premières ne me satisfont pas et je vais dire pourquoi. Et puis je terminerai par une 3e définition que je trouve, dans laquelle je me reconnais. La première définition consiste à dire que la littérature du réel, c'est un ensemble de textes qui reflètent le réel, qui reflètent notre société ou le passé. Le réel, ça nous fait penser au réalisme, surtout quand on parle d'un texte qui reflèterait le réel. Le réalisme, le terme réalisme, c'est le titre d'une revue qui était dirigée au milieu du XIXe siècle par un dénommé Duranty. Et au même moment, le terme réalisme, c'est un recueil d'articles signé par Champfleury, un autre homme de cette mouvance. Et on est au milieu du XIXe siècle, à peu près, à l'époque où paraît Madame Bovary, à peu près. Donc ce terme de réalisme, comme vous le savez tous, peut servir à caractériser une grande partie des romans qui ont été publiés dans la 2e moitié du XIXe siècle. On peut commencer à Balzac, bien sûr, mais enfin on peut prendre n'importe quel grand écrivain, grand romancier du 2e XIXe siècle. Et il n'est pas difficile, en effet,
de trouver des points communs à tous ces romans dits réalistes, qui nous parlent du réel, volonté de peindre la réalité sans l'expurger ni l'idéaliser, intérêt pour la vie du peuple et les choses du quotidien, évocation des grands problèmes du temps. Et je crois ici, on peut caractériser, ces quelques phrases servent à caractériser les Zola, les Maupassant, les Goncourt, etc. Mais défini de cette façon, le réalisme n'est pas fondamentalement nouveau. En effet, Daniel Defoe dans Moll Flanders, en 1722, ou Saint-Simon dans ses mémoires, rédigés dans les années 1720-1730, Fielding dans Tom Jones, publié en 1749, c'est-à-dire autant de romans ou de mémoires du 1er XVIIIe siècle, tous ces écrits livrent une description du monde, de ses misères ou de ses vices. Et au sens large, si on en croit Erich Auerbach dans Mimesis, eh bien, la tradition réaliste prend sa source tout simplement dans les évangiles, où la parole de Dieu traverse l'existence d'humbles artisans, d'infirmes, de pêcheurs, mais là cette fois ce sont des pêcheurs qui pêchent avec des poissons, et même de prostituées. Donc, le réalisme ne peut pas être limité au siècle de Balzac ou de Zola. Encore une fois, on pourrait facilement remonter à Pétrone, au Satyricon et même à la Bible. De cette conception réaliste, de cette conception de la littérature du réel comme réaliste, résulte une conception factualiste marquée au coin du bon sens. Pour dire du vrai, il suffirait de descendre dans la rue et de ramasser des faits. Et c'est exactement ce que dit l'écrivain américain Tom Wolfe quand il se présente comme un observateur greffier. Et Tom Wolfe déclare, je le cite, « Si vous restez un mois dans n'importe quel coin des États-Unis, vous en reviendrez avec une excellente histoire. » C'est une conception factualiste qui consiste à dire qu'on descend dans la rue, on va se balader, puis on en revient avec des faits, avec une super histoire. C'est la théorie du reflet, selon laquelle la littérature, c'est un miroir qui se promène sur une grande route, selon la fameuse expression de Stendhal empruntée à Saint-Réal. Mais il s'agit d'une conception assez naïve, il me semble, de la littérature, comme si c'était un appareil photographique enregistreur du passé ou du présent. Et d'ailleurs, c'est assez proche du scientisme objectiviste du XIXe siècle, qui a aussi une conception photographique de la réalité. Une observation sans observateur, je le disais à l'instant. Il y aurait du réel dans le roman quand celui-ci contient des faits. Un petit peu comme on met des cailloux dans un sac. Bon, voilà, ce serait une conception réaliste de la littérature du réel. On ramasse des faits intéressants, proches du vécu, plus ou moins crapoteux, crasseux, sexuels, comme chez Goncourt, comme chez les frères Goncourt par exemple, ou comme parfois chez Tom Wolfe lui-même, et puis on aurait donc du réel. La deuxième définition qu'on peut proposer de la littérature du réel, c'est celle du roman sans fiction, le roman non fictionnel. On reconnaît là la position de l'écrivain américain Truman Capote et du non-fiction novel, du roman non fictionnel tel qu'il se présente dans De sang-froid, qui est le célèbre roman non fictionnel de Truman Capote qui paraît en 1965. Et cette conception est reprise par un écrivain comme Javier Cercas, qui est un des plus grands écrivains espagnols et sans doute européens aujourd'hui, enfin en tout cas à mon avis. Javier Cercas parle quant à lui de roman sans fiction. Alors dans cette conception, pour faire de la littérature du réel, il suffirait de fuir la fiction. Cette conception, qui est là encore assez proche du scientisme du XIXe siècle, postule que la fiction, l'imaginaire, l'invention viendrait troubler, polluer le réel, que le roman doit fidèlement rapporter. Cette conception, à mon sens, souffre de deux points aveugles. Le premier, c'est d'abord que cette conception assimile la littérature au roman, comme s'il n'y avait de littérature que le roman. Le roman encore et toujours, comme si le roman était l'alpha et l'oméga de la littérature. Mais comme on le sait, il y a bien autre chose que le roman. Les essais,
les journaux intimes, les témoignages, les autobiographies. Il n'y a pas que le roman dans la vie. En russe, le genre de l'otcherk comprend l'essai, le témoignage, le journal intime, les mémoires, le carnet de voyage. Et en français, on n'a pas vraiment de mots comme otcherk en russe. Et c'est pour ça qu'on parle d'écrit du réel, ce qui est une manière un petit peu problématique, comme on le voit évidemment, de parler de tous ces écrits. En russe, c'est beaucoup plus clair. Et en japonais aussi, puisqu'on parle de nikki, littéralement note au jour le jour. Et ce genre, nikki, renvoie à des journaux officiels, des procès-verbaux, des autobiographies, des journaux intimes, etc. Surtout, c'est le deuxième point aveugle de cette conception, surtout cette conception du roman, enfin de la littérature du réel comme roman non fictionnel, trahit, à mon sens, une mauvaise compréhension de la fiction comme une menace, comme un foyer d'infection qu'il s'agirait de maintenir à l'écart. En fait, non seulement les sciences sociales pratiquent couramment des fictions, et là je passe au pluriel, je ne parle plus de fiction mais des fictions au pluriel, non seulement les sciences sociales pratiquent couramment des fictions, mais elles en ont absolument besoin. Sous peine de verser dans le factuel plat. Qu'est-ce que c'est que le factuel plat ? Eh bien, c'est un bulletin météo, une notice Wikipédia, un compte-rendu sportif, un rapport d'assistante sociale, etc., etc. Eh bien, pour dépasser ce factuel plat, les sciences sociales ont besoin de mettre en œuvre des fictions, que j'appelle des fictions de méthode. Qu'est-ce que c'est que ces fictions de méthode ? Ce sont par exemple les hypothèses, qui consistent à formuler un certain nombre d'hypothèses, à entrer dans le domaine du possible ou du plausible, sachant que toutes ces hypothèses ne sont pas valables. Et pourtant, un historien, un sociologue, mobilisera plusieurs hypothèses. Voilà des fictions de méthode. Autre exemple, des formes de narration, qui sont purement et simplement des fictions de méthode. C'est ainsi qu'on peut employer le dialogue des morts. On sait très bien que les morts sont morts, et un certain nombre d'historiens, le premier c'est Fontenelle, mais c'est pas un historien, mais aujourd'hui, il y a des historiens qui pratiquent le dialogue des morts pour mettre en scène des théories ou des conceptions différentes. C'est une pure fiction de méthode. Certains historiens utilisent le contrefactuel, c'est-à-dire des hypothèses dont on sait qu'elles ne se sont pas passées. Et puis, dans certains documentaires historiques, le plus beau c'est sans doute Le temps des cathédrales de Georges Duby, dans certains documentaires historiques, il y a une voix off, de la musique, des travelling, autant de fictions de méthode. Les concepts utilisés en sciences sociales sont aussi des fictions de méthode. L'idéal type, selon Max Weber. Max Weber le dit purement et simplement. Un idéal type n'existe pas dans la réalité, c'est une fiction, c'est un objet qui n'existe pas, mais grâce auquel on pourra comparer un certain nombre de faits réels. Le voile d'ignorance de John Rawls, c'est aussi une fiction de méthode. Et je terminerai en violant le saint des saints des historiens en parlant des anachronismes. Les anachronismes sont couramment utilisés par des historiens. Ce sont des fictions de méthode. Je vais vous donner quelques exemples. Des historiens de la Rome antique parlent de prolétariat romain, à une époque où Marx n'est pas encore né, sauf erreur. Le Goff parle des intellectuels au Moyen-Âge, et comme on sait, les intellectuels, c'est un terme très récent qui date de l'affaire Dreyfus. Le Goff a pourtant écrit un livre qui s'intitule « Les intellectuels au Moyen-Âge ». La tapisserie de Bayeux a été décrite comme une bande dessinée médiévale. Ou encore, Guillaume le Maréchal, là c'est Georges Duby qui parle, Guillaume le Maréchal a été présenté comme le Platini du XIIe siècle. Expression bien trouvée, mais en tout cas, on nage en plein anachronisme. C'est un anachronisme évidemment complètement assumé par ces historiens. Ce sont des fictions de méthode. Donc, en sciences sociales, les fictions sont partout. Donc, c'est naïf de croire que, pour dire des choses vraies, il faudrait repousser la fiction ou les fictions comme des choses, comme des microbes. Donc, pour ne pas se méprendre sur ce que c'est que la fiction, ou les fictions, comme je viens de les définir, il faut se souvenir qu'en sciences sociales, les fictions de méthode sont partout, qu'on en a besoin, et qu'elles ne sont que des détours, non pas pour sombrer dans le délire ou la fabulation, mais au contraire pour mieux comprendre le réel. Les fictions de méthode sont des détours pour s'éloigner du réel et mieux le comprendre avec plus de distance. Sinon, on en reste, comme je le disais, dans le factuel plat. Donc, pour ne pas transformer la non-fiction
en un grand bric-à-brac de faits, hein, comme un grand sac de faits, quoi. La non-fiction serait comme un grand sac de faits. Bref, pour ne pas se méprendre sur ce que c'est que la non-fiction, il est nécessaire d'introduire le critère de l'enquête, de la démonstration, de la preuve, du savoir, c'est-à-dire du raisonnement historique, pour faire la distinction entre le roman non fictionnel d'un côté et les sciences sociales. Les sciences sociales, elles, ont besoin de fiction de méthode, et c'est sans doute ça qui les distingue du roman non fictionnel. Donc, la fiction réaliste, hein, première définition, Zola, la fiction réaliste, première définition, et le roman non fictionnel, hein, deuxième définition, Truman Capote, ces deux formes ont beau se référer au réel, elles ne l'expliquent pas, elles ne le comprennent pas, elles ne prouvent rien, la vérité n'est pas leur problème. Donc il ne s'agit pas de refléter le réel sans rien inventer, il ne s'agit pas de descendre dans la rue ou de se balader dans n'importe quel coin des États-Unis sans rien inventer, il s'agit bien plutôt de comprendre le réel, de le percer à jour. Et j'en viens à une troisième définition de la littérature du réel, une littérature irriguée par l'esprit des sciences sociales. Parce qu'elles produisent de la connaissance sur le réel, parce qu'elles sont capables non seulement de le représenter, mais de l'expliquer, de le comprendre, les sciences sociales sont déjà présentes dans la littérature. Carnets de voyage, mémoires, autobiographies, témoignages, journaux intimes, tous ces textes où quelqu'un observe, dépose, consigne, examine, transmet, raconte son enfance, évoque les disparus, rend compte d'une expérience, retrace l'itinéraire d'un individu, parcourt un pays en guerre ou une région en crise, enquête sur un fait divers, un système mafieux ou encore un milieu professionnel. Donc toute cette littérature du réel révèle, à mon sens, une pensée historienne, sociologique, anthropologique, forte de certains outils d'intelligibilité, une manière de comprendre le passé et le présent. Après la Seconde Guerre mondiale, alors que le nouveau roman annonçait la fin du réalisme traditionnel, des écrivains comme Primo Levi, Varlam Chalamov, Georges Perec, Annie Ernaux ont proposé une autre solution pour appréhender le réel, déchiffrer notre vie, comprendre ce qui s'est passé, faire de l'écriture un moyen de connaissance. Et de ce besoin est née une littérature profondément historienne et sociologique, nourrie tout simplement par la volonté de comprendre, une manière de dépasser la mimésis par le haut. Donc on en vient à reformuler la question des rapports entre la littérature et le réel. Non pas traiter la question si rebattue du réalisme, de la vraisemblance, de la représentation, mais plutôt déterminer comment on peut dire du vrai dans et par un texte. Donc pour théoriser une littérature du réel, il faut partir non pas du réalisme, non pas de la non-fiction, mais des sciences sociales, en tant qu'elles conduisent une enquête. Et la connaissance qu'elles produisent transcende le simple récit factuel, le factuel plat, comme je l'ai dit. La compréhension, permise par les sciences sociales, englobe et parachève la mimésis, autrement dit le roman réaliste. Donc à ce stade, je voudrais faire une précision. Je ne suis pas en train de dresser les sciences sociales contre le roman ou contre la littérature, en disant que les premières seraient supérieures aux secondes. Au XIXe siècle, le roman a profondément contribué à enrichir la méthode et les domaines de recherche des sciences sociales en formation. Dans les années 1810-1820, par exemple, des historiens écrivains comme Chateaubriand ou Walter Scott ont bouleversé la manière de faire de l'histoire. Entre la monarchie de Juillet, entre les années 1830 et la fin du siècle, mettons entre Balzac et Zola, les romanciers se sont intéressés à la vie quotidienne, aux classes sociales, aux mœurs, au divertissement, aux loisirs, aux cultures professionnelles, à la sexualité, aux maladies, à la mort, à une époque où la sociologie n'existait pas du tout, et à une époque où les historiens sérieux, entre guillemets, privilégiaient la politique, la diplomatie et la guerre. Autrement dit, des Balzac et des Zola avaient une curiosité, une ouverture d'esprit autrement plus large, plus grande, que les historiens professionnels de l'époque. Et au XXe siècle,
les violences de masse ont obsédé les écrivains et les journalistes bien avant les Sorbonnards. C'est ainsi que le premier historien de la Shoah s'appelle Primo Levi et que le premier historien du Goulag s'appelle Alexandre Solzhenitsyn. Donc n'oublions jamais cet apport de la littérature aux sciences sociales. De même que le roman n'est pas l'alpha et l'oméga de la littérature, de même, la recherche universitaire académique n'est pas l'alpha et l'oméga de la production de connaissances, heureusement. Donc, point n'est besoin d'avoir une agrégation d'histoire pour mener un raisonnement historique. Point n'est besoin d'avoir un doctorat en sociologie pour comprendre sa position sociale. Donc, il est important de distinguer d'un côté les sciences sociales comme discipline académique, comme productrice d'un non-texte dans une université, et de l'autre, l'esprit des sciences sociales en tant qu'il anime une enquête et qu'il peut s'intégrer, s'incorporer dans un texte littéraire. Je crois que cette distinction est importante. Autrement dit, la démarche des sciences sociales, ce que j'appelle l'instinct des sciences sociales, ou l'enquête en sciences sociales, ne relève pas de diplôme ou de titre, mais plutôt d'un raisonnement universel que n'importe qui est capable d'embrasser et qui consiste à définir un problème, à prendre de la distance vis-à-vis de ce problème, à rassembler des sources, à administrer la preuve de quelque chose et enfin à critiquer ses propres arguments. C'est ce que j'ai essayé de faire pour mes grands-parents, non pas en tant que professeur d'histoire à l'université, mais en tant que petit-fils qui est capable de mener un raisonnement historique sur ses proches. Autrement dit, l'enquête de sciences sociales permet de comprendre ce qui se passe, ce qui arrive, ce qui nous arrive. Donc, raconter sa vie, retracer une expérience, rendre le monde intelligible, comprendre quelque chose au passé, c'est tout simplement mettre en œuvre l'instinct des sciences sociales. Et cet instinct nourrit les œuvres d'écrivains comme Jack London, au début du siècle, Primo Levi, Varlam Chalamov, Annie Ernaux, Nicolas Bouvier, ou encore Svetlana Alexievitch, qui vient de recevoir le prix Nobel de littérature. Le raisonnement de sciences sociales est une démarche que tout le monde peut s'approprier, en particulier les écrivains. Nourrie par cette démarche, la littérature du réel est une entreprise de déchiffrement et de dévoilement. Elle nous permet de comprendre à la fois le monde et nos vies, le passé et notre présent, des secrets de famille, l'abandon, le viol, le divorce, la misère, l'exil, l'immigration, le racisme, la colonisation, la guerre, le génocide, ou, dans un versant plus positif, la marche à l'égalité, l'ascension sociale, la transformation économique, ou encore l'émancipation des femmes. Donc, au couple traditionnel fiction factuelle, roman / réel, qui est un couple traditionnel, binaire, je préfère substituer une tripartition comprenant 3 types de récits, la fiction, le factuel et l'enquête. La fiction, tout le monde sait ce que c'est un récit imaginaire dans lequel les personnages, les lieux ou les actions n'existent pas. C'est le domaine du roman qui fait naître tant de plaisir, de la jouissance, comme dit Barthes, et qui suppose qu'on s'immerge en elle. Le factuel, deuxièmement, c'est un récit purement informatif, une chronique, une généalogie, un exposé biographique, une nécrologie, un bulletin météo, un guide de voyage, un article de dictionnaire, une notice de musée. Dans ce cas, le fait est possédé et transmis comme une pièce de monnaie qu'on se passe de la main à la main. Enfin, troisièmement, l'enquête. C'est un récit animé par un raisonnement, une activité cognitive, ce que j'ai appelé l'esprit des sciences sociales. Le fait n'est pas ici ce que l'on expose, mais ce que l'on cherche, grâce à une démarche intellectuelle que j'ai présentée. Problème, distance, enquête, recul, preuve. C'est la zone d'extraterritorialité où la littérature et les sciences sociales peuvent se rencontrer. Il y a donc 3 types de descriptions, à mon sens. Le réalisme romanesque
le fictionnel qui est le domaine de la mimésis. Deuxièmement, le compte-rendu factuel qui est un rapport de surface. Enfin, l'enquête explicative ou de sciences sociales qui permet de comprendre quelque chose au passé ou au présent. Donc la réconciliation entre les sciences sociales et la création littéraire permet à la fois de moderniser l'écriture des sciences sociales, qui en a bien besoin, et de théoriser les écrits du réel, qui en ont eux aussi bien besoin, parce qu'on ne sait pas bien de quoi on parle quand on parle d'écrits du réel. Donc théoriser la littérarité des sciences sociales revient à fonder la littérature du réel, une littérature définie non pas par sa factualité, mais par son rapport au monde, par sa volonté de comprendre, par son implacable volonté d'expliquer et de comprendre ce que les hommes font en vérité. Aujourd'hui, pour le meilleur et pour le pire, le roman est un petit peu notre soleil. Je veux dire par là qu'autour de lui gravitent tous les textes et toute la littérature. Le roman, c'est un petit peu le centre de notre système. Tous les autres textes, romanesques ou non, se définissent autour de lui. C'est ainsi qu'il y a des romans policiers, des romans de gare, des romans à l'eau de rose, un témoignage non romanesque, comme on le dit souvent, ou une littérature non fictionnelle, comme on le dit souvent. Et si nous changions de référentiel ? Nous entrerions dans un système où le point central n'est pas le roman, mais l'enquête, le texte qui produit du savoir. Il y aurait au centre du tableau le texte de recherche, l'enquête de sciences sociales, et tout autour, des textes qui viendraient graviter, le factuel plat, qui mène un raisonnement incomplet, ainsi que le roman, qui ne cherche pas à comprendre. Et l'enquête ne se définirait plus par son manque supposé, la non-fiction, toujours un manque, ce n'est pas de la fiction, donc l'enquête ne se définirait plus par son manque supposé, la non-fiction, c'est plutôt le roman qui se définirait par son absence et ses lacunes. Le roman comme quelque chose de non référentiel, comme quelque chose de non comprenant et de non prouvé. Changement de référentiel. Donc notez que je ne parle pas en termes normatifs, je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire. Je propose simplement des expérimentations. Je propose des voies. Et je parle en termes de possibilités, pas en termes de normes. Puisque je parle en termes de possibilités, je dirais qu'une possibilité de connaissance s'offre à l'écrivain, tandis qu'une possibilité d'écriture s'offre aux chercheurs. La littérature et les sciences sociales peuvent se rencontrer dans un texte de recherche, une forme hybride, pirate, qui ressortit à la littérature du réel ou à la littérature vérité. Et j'emprunte ici une expression de Georges Perec. Je pense à d'autres livres. D'autres livres satisfont, je crois, à cette proposition. Triste Tropique de Lévi-Strauss, la trilogie rwandaise de Jean Hatzfeld, L'anatomie d'un instant de Javier Cercas, le travail de Patrick Boucheron, dont je me plais à saluer le nom en ce lieu, et bien sûr toute l'œuvre de Svetlana Alexievitch que j'évoquais à l'instant. Alors résumons maintenant. Le XIXe siècle a établi une cartographie de l'écriture classique, et même devenue complètement traditionnelle, qui est une cartographie de l'écriture binaire. Toute la carte est occupée par deux immenses continents. D'un côté, la fiction réaliste, domaine du roman, quasi synonyme de littérature. Deuxième continent, le mode dissertatif du non-texte, domaine du travail universitaire académique. Ce sont les deux formes que le XIXe siècle nous a léguées. Ces deux formes sont d'ailleurs à peu près nées au même moment, en gros entre 1860 et 1890. C'est le moment où naît le roman réaliste et le non-texte académique. Le romancier écrit, mais n'énonce pas du vrai sur le monde. L'universitaire, lui, n'écrit pas au sens fort, mais il comprend et il explique le monde. Dès lors, on peut dire que le romancier écrit du non-vrai, tandis que l'universitaire non écrit du vrai. Ce que je propose, c'est tout simplement d'écrire du vrai. Écrire du vrai, c'est tout simplement dire des choses vraies dans un texte littéraire. Au cours du XXe siècle, avec des écrivains comme Primo Levi,
Chalamov, Georges Perec, Annie Ernaux, des écrivains que j'ai déjà évoqués. Au cours du XXe siècle, un troisième continent a timidement émergé qui n'apparaît pas encore vraiment sur la carte. C'est la littérature du réel. Un livre enquête, un ensemble de textes bâtards, entre chien et loup, sans lettres de noblesse, en prise avec le monde, pleinement démocratique, des textes qui sont moins désireux d'inventer ou de raconter que de comprendre, une écriture du monde nourrie par l'esprit des sciences sociales, tenaillée par la volonté de déchiffrer notre monde, une littérature qui cherche à comprendre ce qui arrive, ce qui nous arrive, ce qui s'est passé, ce que nos familles et nos mondes sont devenus, un nouvel espace littéraire qui permet d'écrire du vrai par le biais de formes nouvelles. Ce troisième continent, je crois, reste largement à explorer. C'est en tout cas une belle perspective pour le XXIe siècle. Merci.